Bonsoir mesdames et messieurs, il est 20h30, le conseil municipal est ouvert. Merci de répondre présent à l'appel de vos noms. Jean-Paul Algaron, absent. Tao Lyon. Présente. Philippe Arnaud a donné son pouvoir à Michel Romagnac. Grégory Ateba, absent. Philippe Berenguer, absent. Ali Bouchama, absent. Alexandre Bouzet. Présent. Fabrice Cassada. Présent. Olivier Colesso, présent. Béatrice Desrois. Présent. Laurent Direz. Présent. Fabienne Gilliot, absente. Jérémy Gon, absent. Toufik Hamdi, absent. Samira Awali, absent. Laura Lambert. Présente. Karine Lorteau. Présente. Pierrette Munier, absente. Georges Pambou. Présent. Catherine Ribaille. Présente. Virginia Riora. Présente. Michel Romagnac. Présente. Anaïs Roy, absente. Ahmed Saïd, absent. Isabelle Soulis. Présente. Mathilde Hustin. Présente. Et Julien Hustin a donné son pouvoir à Mathilde Hustin. « 14 présents, plus 2 pouvoirs, 16 votants. » Vous notez, M. Couture ? Je vais faire passer la feuille d'émargement. Je vous demanderai de signer dans la case qui correspond à votre nom. Voilà. Alors, un conseil municipal avec des points assez techniques à l'ordre du jour. On va commencer par nommer un secrétaire de séance. Monsieur Pambou s'est proposé spontanément. Qui serait contre nommer Monsieur Pambou secrétaire de séance? Qui s'abstiendrait? Merci. Donc, Monsieur Pambou, désigné à l'unanimité, secrétaire de séance. Nous allons maintenant commencer par approuver le procès-verbal de la séance précédente. Vous l'avez reçu, vous en avez pris connaissance, vous l'avez étudié précisément. Y a-t-il des remarques à faire, des choses à ajouter? Rend-il bien compte des débats qui se sont tenus la dernière fois? Bon, s'il y a un doute, il y a la vidéo quand même. Non, donc on peut l'approuver en l'état. Alors, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Donc, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Avant d'attaquer les points qui feront l'objet d'une approbation par l'Assemblée délibérante, je vous propose de commencer par les décisions du maire, donc les décisions prises au nom du conseil municipal dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées. En commençant par un avenant à l'abonnement de la suite métier Cosolus, donc ça c'est le logiciel que nous utilisons pour travailler, donc c'est les revalorisations annuelles qui sont prévues contractuellement. Un contrat de maintenance pour les équipements et aires de jeu. Le contrat Berger-Levrault, c'est le renouvellement, c'est l'application métier pour l'enfance. Donc les réservations, la facturation de cantine, etc. Une convention de répartition des fluides entre le conservatoire de Chanteloup-en-Brie et Marne-et-Gondoire. Vous vous souvenez que le conservatoire de Marne-et-Gondoire a ses activités dans un bâtiment qui appartient à Chanteloup-en-Brie. Il y a un accès d'électricité, il y a un accès de gaz, un accès d'eau. Donc chaque année, il convient de partager les factures au prorata de ce que la commune utilise pour le centre de loisirs et au prorata de ce que l'agglomération utilise pour le fonctionnement de son conservatoire. Et donc à ce titre, chaque année, nous faisons un titre justement pour que Marne-et-Gondoire nous paye sa part. Donc il y a une convention pour 2023 et une pour 2024, donc du rattrapage. Une convention de partenariat entre la commune et Enedis pour un projet concernant des graffitis. Alors, ce n'est pas des graffitis sauvages sur les murs des maisons, c'est la décoration du transformateur électrique qui se trouve en face de la cueillette, vous voyez, qui a été peint par un graffeur. Oui, c'est joli. Il y a une subvention de 300 € qui est versée par Enedis aux communes. Alors, bien sûr, ça ne couvre pas la totalité de la rémunération de l'artiste, mais ça, c'est la partie que la commune prend en charge. Le reste a été pris en charge par les propriétaires de la cueillette. Un avenant au contrat de voie sur IP. Bon, ça, il s'agit du téléphone fixe pour le guichet unique et la ferme du pavillon. Ensuite, des abonnements téléphoniques, enfin des cartes SIM, en fait, c'est pour les PPMS, donc les systèmes d'alarme. Intrusion, pas intrusion, enfin dans un sens, intrusion par des éléments extérieurs pour les écoles. Ensuite, le contrat Simco, ça c'est la suite, aussi c'est une suite métier financière. Une convention cadre de mise en œuvre de la prestation d'accompagnement à la constitution des dossiers de promotion interne. Alors vous savez que la commune, on se sera rappelé tout à l'heure lorsqu'on va étudier ensemble le rapport social unique, la commune a comme stratégie, comme politique principale en matière de RH d'encourager la promotion et la gestion de carrière par ses agents. À ce titre, il y a 3 façons
d'obtenir une carrière, ou bien l'avancement de grade ordinaire, tel que prévu par la loi. Il y a aussi le passage de concours, la réussite à des concours, puisqu'il y a des agents qui s'inscrivent et qui réussissent brillamment des concours. C'est le cas de notre DGS, par exemple, il y a quelques temps. Et la troisième voie, en fait, c'est de postuler pour que le centre de gestion prononce une promotion sur dossier. C'est des dossiers qui sont très très difficiles à monter, très techniques, un grand formalisme. Et pour aider les agents qui décideraient de choisir cette voie de promotion, nous avons une convention avec un prestataire qui nous aidera à les accompagner et à monter les dossiers. Il s'agit de 30 € par dossier. Donc c'est pas quelque chose de très dispendieux pour la commune, mais qui peut faire une différence et permettre à un agent méritant d'être nommé dans un grade auquel il ne pourrait pas postuler par la simple évolution de sa carrière. Ensuite, un contrat de location longue durée avec Ford, c'est en remplacement du camion dont la location était arrivée à expiration. Donc ça, c'est pour les décisions que le maire a prises depuis le conseil municipal dernier. Pour les déclarations d'intention d'aliéner, comme de coutume, si certaines vous intéressent, vous vous rapprochez du service urbanisme qui vous donnera tous les détails. En tout cas, la commune n'a pas procédé à des préemptions urbaines ces dernières semaines. Voilà. Je vous propose maintenant de dérouler les points à l'ordre du jour, en commençant par deux délibérations d'urbanisme assez classiques qui concernent des rétrocessions dans le domaine public de la commune de parcelles, de lotissements ou de programmes qui avaient vocation à l'être. Alors, avant de parler des deux rétrocessions proprement dites, une petite note de contexte. Il y a encore beaucoup de parcelles à Chanteloup qui n'ont pas fait l'objet de rétrocession, et on est même parfois surpris, des lotissements très 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 anciens. Donc on a entrepris avec le notaire d'ailleurs une série de recherches pour bien voir qui avait la propriété, parce que des fois on a entendu ici dans cette assemblée que le cadastre n'était pas à jour. Bon, moi je n'y crois pas, malgré tout on prend maintenant nos précautions. Quand on voit une anomalie cadastrale, on se rapproche de la direction des finances, bien évidemment, mais pas que. On demande à un notaire de conduire une enquête et de se rapprocher des archives, de telle sorte qu'on puisse, lorsque c'est nécessaire, entamer des rétrocessions. Donc ça, c'est quelque chose que nous avions commencé à faire déjà depuis le début du mandat, que nous poursuivons. Et donc ce soir, l'Assemblée délibérante doit se prononcer sur la rétrocession de 2 parcelles, enfin 3 en réalité. Une toute petite qui fait 4 mètres carrés. Alors 4 mètres carrés, c'est trop petit pour que les domaines se prononcent sur sa valeur. Donc il n'y a pas de valeur estimée. Elle sera rétrocédée à l'euro symbolique et c'est la commune qui assurera les frais de notaire. Alors pourquoi ? Parce que sur cette petite parcelle, il y avait quelque chose d'assez étonnant. C'était, vous savez, les antennes collectives qui étaient assez courantes sur la ville dans les années, Laurence, les années 90, 2000, et qui qu'aujourd'hui n'ont plus de destination. Donc cette antenne a été démontée aux frais des copropriétaires. Voilà, donc c'est bien, c'est quelque chose qui n'a pas été mis à la charge de la commune, on aurait pu imaginer qu'elle le fût. Et en échange, on prend à notre charge les frais de notaire en sachant que la parcelle n'a pas de valeur, donc ça ne va pas être très coûteux pour la commune. Voilà. Donc vous avez la référence cadastrale, c'est un petit bout qui fait aller du Pré-Malard, c'est la pointe d'un terrain où il y avait précédemment une antenne. Y a-t-il des questions sur ce point-là ? Non, on met au vote. Donc, qui serait contre la rétrocession dans le domaine public de la commune de cette parcelle de 4 mètres carrés ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Point numéro 2. Encore une rétrocession dans le domaine public, mais du coup, là, ce sont des parcelles un peu plus grandes qui se trouvent... c'est une partie de la rue des Capucines. Vous voyez carrément une rue qui n'était pas rétrocédée. Alors, pourquoi rétrocéder ? Bien évidemment, ça augmente les charges de la commune. Maintenant, il y a comme un intérêt, puisque lorsque la voirie augmente par voie de rétrocession, c'est la base de calcul de notre dotation générale qui augmente également. Donc ce n'est pas complètement un coût pour la commune, mais malgré tout, dans l'intérêt de nos concitoyens, il est bon que les voiries soient dans le domaine de la commune, de telle sorte que le jour où il y a des grosses interventions à faire, d'assainissement ou de remise en état, ce ne soit pas à la charge de nos concitoyens qui souvent n'auraient pas les moyens d'y faire face. Donc là, il s'agit de 3 parcelles, 3 sections cadastrales, mais qui en fait sont contiguës et correspondent à la partie de la rue des Capucines qui est perpendiculaire, qui se rattache à la route du Moulin-Boursier, un petit peu devant là où tu habites. Voilà. Donc là, en revanche, c'est encore cédé à l'euro symbolique, mais les charges de notaire
enfin les frais de notaire sont à la charge du cédant, ce qui est la coutume. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette rétrocession? Non, on la met au vote alors. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Alors il y a beaucoup de dossiers de rétrocession en cours, mais il y a comme des enquêtes techniques à faire préalablement, et puis il faut aussi voir aussi l'état des voiries avant de les rétrocéder. Très bien, on en a fini pour les délibérations d'urbanisme. Maintenant, une délibération qui concerne les prochaines opérations de recensement. Le recensement, alors Chanteloup est une ville de moins de 5000 habitants, donc nous avons un recensement complet et physique tous les 5 ans, c'est bien ça Guillaume? Donc la dernière fois c'était en 2020, en pleine année électorale, là ça va être encore en pleine année électorale, donc en 2026, alors là ça fait 6 ans, mais c'est parce que la Covid avait eu pour effet de tout décaler d'un an. Pour ce faire, il faut recruter des agents recenseurs. Voilà. Comme nous serons en période électorale, les élus ne peuvent pas procéder à ce recensement, donc ce sera ou des agents volontaires ou des particuliers qui se proposeront d'effectuer ce travail. Que ce soit les agents ou les particuliers volontaires, ces opérations de recensement feront l'objet d'une rémunération. Donc il s'agit ce soir de voter une grille de rémunération. Alors c'est une grille de rémunération moyenne, enfin en tout cas dans les éléments tarifaires. On s'est inspiré de ce que faisaient les villes voisines et puis on s'est mis sur la bonne moyenne. Donc s'il y a des questions à poser sur ces opérations, alors je vous écoute. Non. Alors ça se passera quand déjà, monsieur Couture? Du 15 janvier au 15 février. Voilà, 15 janvier au 15 février. Donc là, on va attendre que cette délibération soit revenue du contrôle de légalité. Et ensuite, donc, on aura la base juridique et on commencera à faire officiellement les recrutements et puis les communications sur les démarches dont nous ferons l'objet. Voilà. Donc, qui s'opposerait à la désignation? Alors, cette délibération a plusieurs objets. Désigner les coordinateurs. Donc, les coordinateurs seront M. Couture, M. Rouchy et M. Caron, donc les trois agents de la commune. Et puis, par ailleurs, le mode de rémunération et les montants de rémunération des agents recenseurs. Voilà. Donc, qui serait contre l'approbation de cette délibération? Qui s'abstiendrait? Merci. Alors on est suivi par l'INSEE, on a reçu le directeur Paris-Est de l'INSEE, c'est des choses qui sont très très bien encadrées, on n'est pas livré à nous-mêmes. Ensuite, une délibération classique dans la vie des conseils municipaux, la modification du tableau des emplois. Alors le tableau des emplois, je fais un petit rappel pédagogique comme je le fais à chaque fois, pour qu'un agent d'une collectivité territoriale puisse être embauché, il faut qu'il ait un poste et un grade qui correspondent à son emploi. Donc, il y a plusieurs situations dans lesquelles le tableau de l'emploi doit être modifié, ou bien pour accueillir un nouvel agent dans la collectivité pour lequel le poste et le grade n'existeraient pas, mais aussi lorsque l'agent progresse dans sa carrière, il faut créer le grade, il garde son poste, mais son grade évolue, il faut donc créer un nouveau grade, le nommer et ensuite supprimer le grade précédent. Donc c'est à peu près toutes ces situations que nous avons ce soir, puisque sur la filière technique, nous avons l'effectif qui passe de 3 à 6, donc plus 3. Dans ces plus 3, il y a 2 créations de postes qui sont liées à des évolutions de carrière, donc ce n'est pas 3 recrutements, c'est 2 évolutions de carrière, mais à un nombre de postes égal. Et le troisième, c'est un recrutement. Alors ce n'est pas un recrutement qui va ajouter un agent supplémentaire au total des agents embauchés, mais c'est parce que c'est un recrutement par voie de mutation sur un poste dont le grade n'existait pas dans la commune. Un agent technique au bâtiment, donc pour lequel nous devons créer, avant de le recevoir, le poste dans le grade qui correspond à celui qui l'emporte avec lui dans sa mutation. Voilà. Ensuite, on supprime un grade d'agent de maîtrise principal. Là, c'est parce que l'agent en question a progressé dans sa carrière, donc il est maintenant nommé dans un grade supérieur, donc le grade ancien doit être supprimé. Dans la filière administrative, on passe de 5 à 4, et c'est la même chose. On supprime un ancien grade dans le poste pour un agent qui a progressé dans sa carrière. Même chose pour la partie ATSEM. Et puis, dans la filière sportive, voilà, on passe de 0 à 1 parce qu'on a notre éducateur sportif qui a évolué, qui a changé de statut, et donc pour lequel il faut créer un nouveau grade. Voilà. Donc rien de bien transcendant, les effectifs demeurent les mêmes, mais la répartition des postes et des grades évolue. Il faut donc
à ce titre, modifier le tableau des emplois de manière accordée. Qui serait contre cette évolution du tableau des emplois? Qui s'abstiendrait? Merci, et merci pour les agents. Alors maintenant, un dossier un peu technique qui est la présentation du rapport social unique. Alors, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais j'ai l'impression qu'on en a discuté hier ou avant-hier. Ben, on en a discuté depuis, ça fait déjà 1 an. Alors auparavant, tu souris Karim, mais on a la même chose dans les entreprises. C'était tous les 2 ans au préalable, donc on voyait vraiment des évolutions d'année en année. Là, c'est devenu annuel, donc on doit le présenter au conseil municipal chaque année. Alors c'est un rapport qui n'est pas notre production, hein, c'est les données que nous remontons quotidiennement ou mensuellement auprès de l'administration, qui sont compilées et mises en forme et qui permettent de sortir des tableaux statistiques. Ce qu'il y a à noter par rapport à l'année dernière, eh bien, c'est qu'on a quand même encore progressé sur le plan des formations, et ça c'est bien, ça veut dire que d'année en année, on atteint nos objectifs politiques, notre objectif politique qui est de permettre aux agents de mener une carrière. On préfère être assez modéré sur les rémunérations et compensé par des gestions de carrière plus dynamiques. Parce qu'en fait, les agents, lorsqu'ils quittent la collectivité, ils emmènent leur carrière avec eux. Alors qu'une rémunération, eh bien, toute la partie indiciaire est renégociée. Voilà. Deuxièmement, on confirme notre effort en matière d'emploi de personnes en situation de handicap, puisque nous sommes au-delà des obligations légales, ce qui est assez rare, et ce qui donc nous dispense de payer les amendes que la commune payait précédemment. Donc ça, c'est très bien. Donc, il y a des choses notables que vous aimeriez qu'on mette en avant, M. Couture? C'était principalement ces 2 points-là. Est-ce que vous avez lu le rapport et est-ce que vous avez des questions à poser sur ce rapport? Voilà. La masse salariale évolue bien évidemment puisque les points d'indice évoluent, mais le nombre d'agents est stable. Il y a une petite augmentation qui est liée, vous vous rappelez, à la mise en place d'une régie ménage, puisqu'on avait dénoncé le contrat, voilà, donc, et on avait une obligation de reprendre le personnel. Donc certes, là c'est une légère augmentation du nombre d'agents, mais c'est aussi une diminution de charges en fonctionnement. Voilà. Écoutez, de toute façon, le rapport est là, vous l'avez en main, il est valable 1 an. Si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment vous rapprocher de la direction. Voilà. Qui serait opposé à l'approbation de ce rapport social unique? Qui s'abstiendrait? Merci. Alors, point suivant, instauration d'une participation au financement des contrats et règlements labellisés des agents de la collectivité pour le risque de prévoyance. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, la loi a obligé, c'est pas une mauvaise chose, des collectivités à mettre en place au bénéfice de leurs agents à la fois une offre de mutuelle et une offre de prévoyance. Pour la partie mutuelle, nous avions voté ensemble un dispositif qui prévoyait que les agents qui le souhaitaient pouvaient souscrire une mutuelle et que la commune abondait à hauteur de 50%, je crois, dans la limite de 30 €. Voilà. Pour la partie prévoyance, qui est souvent fait de contrats un peu plus complexes, moins lisibles, et puis qui a une offre pléthorique, nous avions décidé, en accord avec l'agglomération, de laisser l'agglo se faire un marché, trouver un prestataire et ensuite adhérer à un service commun. Cette démarche n'a pas abouti, trop peu de communes ont fait comme ça. Finalement, la complexité a été telle que même l'agglo a décidé de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Il y a, je crois, une centaine d'assurances qui offrent un produit labellisé prévoyance. Donc, retour à la case départ. Et donc, il incombe à la commune de voter un dispositif pour permettre aux agents qui le souhaitent de souscrire une prévoyance. En sachant que ça reste un dispositif transitoire, puisque une loi a été votée en 2023 qui change encore les conditions de mise en place de ces prévoyances, mais que les décrets d'application n'ont pas été pris. Alors, je ne veux pas ironiser sur l'instabilité gouvernementale de notre pays, mais en tout cas, ça c'est une conséquence assez directe de ne pas avoir de gouvernement ou de ne pas avoir de ministre ou des ministres qui changent trop souvent. C'est qu'on a des lois, mais les décrets d'application ne sont pas pris. Donc, on ne sait pas quand les décrets seront pris. En attendant, il faut bien mettre en place un dispositif. C'est ce qu'on vous propose ce soir. La loi oblige les communes à abonder pour un minimum de 7 € au contrat de prévoyance. Nous, ce que nous vous proposons, c'est d'abonder pour le double. C'est ça, à 15 €.
Donc voilà, après, aux agents de choisir le contrat de prévoyance qui leur conviendra le mieux, à condition qu'il soit labellisé. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce dispositif? Oui, en fait, ils choisissent, il n'y a pas eu de consensus pour trouver une prévoyance, donc ils choisissent celle qu'ils veulent, et la commune abonde à hauteur de... C'est exactement ça. Hein, il y a des agents qui ne sont pas intéressés par une prévoyance, ou qui peuvent avoir une prévoyance par ailleurs, hein, puisque tout le monde, enfin votre banque, votre assureur, depuis toujours vous offre des contrats de prévoyance. Si c'est le cas, à condition qu'elle soit labellisée, mais beaucoup le sont, labellisée donc fonction publique territoriale, eh bien la commune abondera à hauteur de 15%, de 15 euros, pardon. Donc si c'est une... Pardon ? Question informative, il y a une obligation de prendre une prévoyance ou pas du tout ? Non, il y a une obligation pour la commune de mettre en place un dispositif pour soutenir les agents dans la souscription d'une assurance prévoyance. Voilà. Mais il n'y a pas d'obligation de la part des agents, bien évidemment. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Si il n'y en a pas, on va mettre au vote. Qui serait contre l'instauration d'une participation financière de la collectivité pour le risque de prévoyance des agents ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Ensuite, nous avons deux délibérations qui concernent l'adhésion à des centrales d'achat. Alors vous savez qu'adhérer à des centrales d'achat, l'intérêt c'est de se libérer, s'alléger des contraintes des marchés publics. Les marchés publics, c'est une obligation fixée par la loi à tous les établissements publics et les collectivités. Alors, il y a déjà des marchés publics qui sont portés par l'agglomération. Il y a aussi le service commun d'administration des marchés publics qui permet à la commune de se délester sur l'agglomération de la mise en place et de la partie procédurale en fait des marchés, mais ça reste comme une procédure lourde. Donc là, il s'agit d'adhérer à deux différentes centrales d'achat, comme ça c'est fait, et ensuite ça nous permettra de, selon les besoins, commander à ces centrales d'achat les produits ou les services qui sont sur leur catalogue et qui ont déjà, eux, fait l'objet de marché, dont le prix est conforme à la réglementation, aux politiques d'achat public. Voilà. Donc l'adhésion à la centrale d'achat Île-de-France, on y adhère parce qu'on envisage de prendre nos photocopieurs chez eux. Voilà. Les photocopieurs, c'est des marchés assez complexes. Marne-et-Gondoire a une offre commune, mais on est un peu décalé au niveau timing. On pourrait aussi faire un marché par nous-mêmes, mais on n'a pas envie de se compliquer la vie avec un marché pour photocopieurs. Donc on adhère à la centrale d'achat et on louera sur catalogue des photocopieurs au tarif négocié par la centrale d'achat Île-de-France. Voilà. Donc ça c'est l'objet principal. Mais une fois qu'on sera à centrale d'achat Île-de-France, on pourra aussi prendre d'autres biens et services. Ça dépendra de leur catalogue et des besoins de la commune. Voilà. Donc qui serait contre l'adhésion à cette centrale d'achat Île-de-France ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Dans la même logique, on vous propose d'adhérer à une autre centrale d'achat qui s'appelle la Canut, C-A-N-U-T. Alors là, l'élément, le fait générateur, ce qui a motivé notre adhésion, c'était les contrats de téléphonie mobile. Puisque la commune a beaucoup de ces contrats, si ce n'est tous, chez Free. Or, Free, figurez-vous que Free ne respectait pas les règles de la commande publique. Il ne respectait pas la forme de la facturation, la gestion de la facturation, etc. Il y a plein de clauses dans leurs conditions générales de vente qui n'étaient pas conformes. Et donc, les trésoriers s'en sont rendus compte et ont sommé les collectivités de dénoncer leur contrat de téléphonie avec Free pour en souscrire d'autres. Voilà. Alors c'était quand même assez un choc parce que Free avait quand même des tarifs extrêmement intéressants. Donc nous nous étions rapprochés de la Canut justement pour obtenir via leur service en fait des contrats de téléphonie mobile négociés. Alors ce sera peut-être pas le cas puisque Free est en train de revoir sa copie. Ils sont en train de se mettre en règle avec les principes de la commande publique. Donc avec un peu de chance, on restera chez Free et au tarif Free actuel. En tout cas, en adhérant à la Canut, si jamais il y a encore un problème avec le téléphoniste, eh bien on n'aura plus qu'à se rapprocher de la Canut et souscrire les meilleurs contrats possibles une fois négociés par la centrale. Voilà. Donc on pourrait ne pas voter ce soir l'adhésion, mais en adhérant au moins c'est fait. Et puis comme ça après on pourra piocher dans leurs produits et leurs services si besoin. Voilà. Y a-t-il des questions ? Les prix seront les mêmes que chez Free ou...
Ah non, les prix ne sont pas les mêmes que chez Free, parce que les opérateurs en fait ont des grilles tarifaires différentes. C'est bien ça le problème d'ailleurs, c'est que Free était vraiment beaucoup moins cher que les autres. Ah oui, bah, c'est ce qu'on souhaite. Et on parle les écarts étaient significatifs. Free était vraiment très compétitif. Bah, quand on ne respecte pas les règles, c'est toujours plus facile, c'est sûr. Voilà. Qui serait contre l'adhésion à la centrale d'achat Canut? Qui s'abstiendrait? Merci. Ensuite, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à lancer un marché public de location de balayeuses. Alors la balayeuse, on la voit passer de temps en temps à Champlon, ça te fait rire, une douzaine de fois, donc c'est une douzaine de fois et c'est facturé. Et là l'idée, ce serait alors pareil, c'est un marché qu'on lance, mais qui sera monté, administré, enfin toute la partie formelle et juridique sera organisée par l'agglomération, parce qu'on étudie la possibilité de louer en propre en fait une balayeuse mécanique qui serait à disposition, qui serait au centre technique et qu'on pourrait sortir à chaque fois qu'on a un événement et puis plus régulièrement, surtout en automne avec les feuilles mortes, etc. et qui serait équipé de l'équipement de déneigement. Parce que c'est souvent ça qui pêche. Alors la neige, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu beaucoup, mais rappelez-vous l'an passé quand même, on a eu une petite alerte. Ça n'avait pas tenu heureusement, mais ça avait été assez épais. Et là, toutes les communes ont les mêmes besoins au même moment, donc ils appellent les mêmes sociétés, bien qu'on ait dans notre contrat d'entretien d'espace vert, on a des heures, mais bon, si on veut assurer un service tip-top, très réactif, donc on envisage d'avoir notre propre petite balayeuse mécanique. Alors, on verra, donc ça fait quand même un marché à 43 000 €, c'est pas rien. Mais on espère, avec ce matériel, être capable d'avoir des rues tout le temps en état, des feuilles mortes tout le temps ramassées, parce que une fois par mois, ou même 2 fois par mois, des fois c'est un petit peu juste, ou ça ne correspond pas exactement à notre temporalité. Voilà. Donc on vous informera de l'évolution de ce marché. Là, il s'agit de m'autoriser à monter et à lancer les procédures de marché. On n'a pas encore conclu, mais voilà, il nous semblait que c'était intéressant d'étudier aussi cette possibilité. Voilà. 43 000 €, mais puisqu'il y en a une qui fonctionne... Alors on n'en a pas eu. Alors, très bien. Alors aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1 000 € le passage. D'accord. Entre 12 et 15 fois. Voilà. On va 10 et 15 fois. Donc on paie beaucoup plus cher, mais là on la fera tourner beaucoup plus. Oui, en sachant que le linéaire de voirie... 3 000 € net, quoi. C'est 43 000 € moins les 15 000. Pour la collectivité, oui, c'est ça. Donc le delta reste important. C'est pour ça que c'est quand même une vraie décision qu'on a mûrement réfléchi. Mais l'idée, bien sûr, c'est de la faire tourner plus. C'est-à-dire, c'est pas de faire un tour de ville une fois par mois, sinon ça vaudrait pas la peine. Mais peut-être une fois par semaine, ou en tout cas, parce qu'on a comme beaucoup d'événements aussi maintenant, entre le carnaval, les fêtes, les brocantes et tout, et puis les feuilles mortes, mine de rien, les feuilles mortes, et puis un jour un épisode neigeux, ça va vite. En fait, quand les 1 000 € par passage, ça c'était dans le cadre du marché ordinaire, mais quand on devait appeler par d'urgence une balayeuse, ou bien on l'avait pas, là on était embêté, ou bien on l'avait mais à beaucoup plus cher. Donc là au moins on sera capable d'organiser notre travail. Surtout que rappelez-vous, en début d'année, nous avions annoncé la création d'un service propreté de voirie, pour lequel on est en train de faire un recrutement. Donc on aura un agent, du petit matériel et une balayeuse mécanique. Voilà. Si ça ne paye pas, rien n'empêchera de mettre fin à ce dispositif dans quelques temps. Voilà. Qui serait contre m'autoriser à lancer ce marché? S'abstiendrait? Merci. Alors, une décision modificative, décision financière. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Pambou qui va vous expliquer les détails. Bon, rapidement, alors donc c'est la deuxième décision modificative de l'année. Bon, voilà, ça n'a pas tellement d'impact sur le budget primitif. Alors, ça concerne à la fois l'investissement et le fonctionnement. En investissement, ça se traduit par une augmentation de crédits budgétaires, aussi bien en dépenses qu'en recettes. La principale observation, ça concerne en fait la rétrocession dont on vous a parlé, 66 998 € qui sont inscrits aussi bien en recettes et en dépenses. Il n'y a pas d'impact sur la trésorerie, c'est simplement des écritures d'ordre. Et par ailleurs... Je peux t'expliquer, c'est la valeur comptable, de ce qu'on... Voilà, alors, voilà, exactement, voilà. Donc les rétrocessions... Même quand on rétrocède à l'euro symbolique, nous, la commune sort 1 €, mais dans son patrimoine, dans la valorisation de ses actifs,
c'est la valeur réelle, la valeur des domaines qui entre. Donc ça, il faut passer l'écriture. Et même l'euro symbolique, il faut aussi qu'on soit capable ou de l'encaisser ou de le dépenser. Là, en l'occurrence, il y a l'euro symbolique, évidemment, ça se traduit évidemment par un paiement effectif. Mais par contre, évidemment, les biens rentrent dans l'actif de la ville par rapport à l'évaluation faite par les domaines. Voilà, donc c'est principalement l'investissement. Partie investissement, c'est ça. Et ensuite, en fonctionnement, il n'y a pas d'impact budgétaire parce que les opérations se neutralisent. Il y a des plus et des moins. Donc, il n'y a pas d'impact voilà, pour cette délibération numéro 2. Voilà. Est-ce que c'est clair ce mécanisme de valorisation des rétrocessions, C'est-à-dire que là, on a eu 2 rétrocessions au vote ce soir. Une pour laquelle l'actif n'avait pas de valeur, une pour laquelle l'actif avait une certaine valeur. Et à chaque fois, mais ça donnait lieu à des transactions d'un montant de 1 euro. Donc il faut 2 lignes. Une ligne pour nous permettre de verser les 2 euros, et une ligne qui nous permet pas d'encaisser, mais de valoriser le terrain à sa valeur réelle, et en parallèle, la dépense correspondante pour que l'équilibre soit maintenu dans le budget. Voilà. C'est clair ? Bon, très bien. Donc je vous propose de la passer au vote. Qui serait contre cette décision modificative ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Deuxième délibération d'ordre budgétaire, alors une classique aussi, alors qu'on prend un petit peu plus tard dans l'année en général, c'est l'allocation du dernier conseil municipal, mais on s'est dit, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il aura lieu ce dernier conseil municipal, on ne sait pas trop non plus s'il y aura des élections anticipées, on ne sait pas trop, donc on s'est dit on va passer toutes les délibérations obligatoires et techniques ce soir, comme ça on sera tranquille. Donc il s'agit, comme tous les ans, d'autoriser le maire à engager les dépenses d'investissement en 2026 jusqu'au vote du budget suivant. On vote les budgets sur une base calendaire, donc de janvier à décembre. Mais les budgets de l'année suivante ne sont votés que la deuxième moitié du mois d'avril. Donc si on ne prenait pas... Alors pour la partie fonctionnement, c'est facile, puisque les budgets sont reconduits par 12e tous les mois, donc on n'est pas coincé. On peut payer les agents, on peut faire face à nos échéances de loyer ou de location, ou etc. ordinaires. En revanche, pour la partie investissement, si la commune ne prend pas une délibération explicite, les dépenses d'investissement ou les encaissements ne sont pas possibles entre le 1er janvier et le vote du budget suivant. Donc chaque année, toutes les collectivités, les EPCI, les syndicats, demandent à l'Assemblée délibérante d'autoriser leur donateur à engager les dépenses d'investissement. Alors la loi l'encadre, puisqu'elle limite à 25% du montant des dépenses d'investissement de l'année en cours. Alors il faut savoir que ces 25%, c'est pas 25% sur l'enveloppe globale, ce serait trop facile, c'est 25% chapitre par chapitre. Donc vous avez un petit tableau qui était annexé, qui est annexé à la délibération. Alors évidemment, on prend 25% des dépenses de cette année, ça ne veut pas dire que des dépenses effectuées sur un certain sujet feront l'objet de nouvelles dépenses l'année suivante, mais les délibérations doivent prendre cette forme-là. Monsieur Pambou, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, c'est assez clair. Très bien. Bon, vous avez l'habitude maintenant, on vote ça tous les ans ici, puis dans les autres collectivités. Donc qui serait contre l'autorisation d'engager les dépenses d'investissement avant le vote du BP 2026 ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Peut-être un petit point d'information sur le budget 2026, justement, au niveau calendrier, avec les renouvellements des exécutifs. Est-ce qu'il y a des... Oui, évidemment, en période électorale, il y a une possibilité qui est donnée aux collectivités de voter leur budget le 30 avril et pas le 15 avril. La date limite habituelle, c'est le 15 avril, mais en 2026, on sera en année électorale, donc on est autorisé à voter le budget au plus tard, le 30 avril. Voilà. Nous ou quelqu'un d'autre. En tout cas, le nouvel exécutif aura jusqu'au 30 avril. Donc, et comme Chanteloup-en-Brie, ça fait partie comme une petite ville, on a les documents comptables en dernier en général, donc vraisemblablement le budget sera voté à la toute dernière minute. Voilà, et bien écoutez, nous avons épuisé l'ordre du jour. Il n'y avait pas de question de l'opposition, il n'y avait d'ailleurs pas d'opposition du tout. Il est 21h05 et je déclare clos ce conseil municipal.